Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du libéralisme versus le socialisme et de la vie et mort des civilisations, les cycles de naissance et déclin des civilisations. Dans ce petit préambule, je vais raconter une petite histoire qui va mettre un peu en scène ce dialogue. Alors, nous sommes, nous, humains, une cellule qui a mal tourné. Mais fondamentalement, si nous faisons abstraction des religions, qui ne sont pas, entre guillemets, des phénomènes scientifiques, ne le prenez pas mal, nous sommes une cellule qui qui s'est trop complexifiée jusqu'à aboutir à un niveau de conscience élevé, ce qui définit l'homme. Mais en réalité, nous restons fondamentalement une cellule qui a pour unique but la reproduction. Tout n'est finalement qu'échange thermodynamique entre dominant et dominé. Et je vais énoncer dans ce petit préambule les trois premières lois de la thermodynamique parce que je vais y revenir après. Donc la première loi, c'est la loi de conservation de l'énergie. L'énergie ne disparaît jamais, elle change seulement de forme. Tout ce qui existe dans l'univers est une transformation continue d'énergie. Les ressources ne disparaissent pas, elles sont transformées d'une forme à une autre. Ça, c'est important de le comprendre. La deuxième loi, l'entropie. Entropie veut dire désordre. Le désordre dans l'univers augmente toujours. Alors attention, le désordre, c'est pas votre chambre, hein, c'est un peu plus complexe la notion ici. Le désordre dans l'univers augmente toujours, les choses naturellement tendent vers le chaos et l'imprévisibilité. C'est une loi de l'impermanence et de l'irréversibilité. On ne peut pas revenir en arrière. Toute activité économique, de fait, génère de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, du déchet. C'est la loi de l'efficacité décroissante des ressources. Même si rien ne disparaît, que tout se transforme, loi numéro 1, la transformation d'une ressource fait qu'on crée du déchet et qu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus l'utiliser. La troisième loi, c'est la loi du zéro absolu. C'est-à-dire, le zéro absolu, il y a une limite absolue au froid, un état de repos parfait que l'on ne peut jamais atteindre complètement. C'est le fameux zéro absolu qui est de moins 270 degrés, quelque chose comme ça. Il existe une limite théorique à l'efficacité du processus économique. On ne peut jamais atteindre une utilisation parfaite des ressources sans aucune perte, c'est-à-dire du déchet. Et cette troisième loi, elle est importante parce que l'univers dans lequel nous vivons est en expansion et tend vers un désordre, mais en fait un désordre glacé, c'est-à-dire un désordre dans lequel tout va s'éteindre à un moment donné, car les éléments seront séparés entre eux. C'est ce qu'on peut définir, là, d'un point de vue religieux, comme le nibbana, le calme, le soleil, la mort, mais pas le néant. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'a disparu. L'énergie est toujours là, mais elle est en sommeil, si vous voulez, dans un Shabbat. On se retire de la vie, en quelque sorte, et on est en stand-by. Mais on n'est pas dans le néant, dans le vide absolu. Euh, alors, tout est-il destiné à péricliter? L'homme, une cellule, une civilisation? Oui, c'est exact. Mais il existe un potentiel du vide. La première loi de la thermodynamique nous dit que rien ne disparaît, tout se transforme. Il y a donc dans ce Shabbat, ce Nibbana, un potentiel, une vie à renaître. Tout se transforme. Il y a donc, si vous voulez, dit d'une autre manière, la vie serait cyclique, multiple et dimensionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des multivers. Alors, combien même si dans notre univers, à un moment donné, tout va se figer dans la troisième loi de la thermodynamique, dans ce zéro absolu, cet état entre vie et mort, eh bien, il suffira d'une interaction d'un autre univers, d'une autre dimension, d'une autre force, d'une autre échelle, pour réanimer notre univers, car rien ne disparaît, tout se transforme. Alors, je fais ce petit préambule
parce que ça va mettre en place quelques, notions dans lesquelles, je vais revenir. Heu, Même si c'est peut-être pas forcément très clair pour vous, ne vous inquiétez pas, c'était juste, histoire de mettre en appétit. Alors, je rentre dans, l'introduction de cette, vidéo. Alors, je me suis, inspiré d'un livre, en partie, hein, comme vous l'avez vu dans la vignette, écrit par Philippe Fabry, qui, est intéressant. Je vous invite à lire ce qu'il fait, à regarder ses vidéos, qui a écrit un livre qui s'appelle «De Rome, du libéralisme au socialisme», on y reviendra après, mais il a surtout, conceptualisé une notion qu'il appelle, historionomie. Donc la mécanique de l'histoire. Il essaye de trouver des schémas mécaniques, des schémas scientifiques, au cycle historique et cetera. Alors vous savez, puisque vous êtes ici, que moi ma chaîne s'appelle Histosophie. Politique, parce que tout est politique dans la vie. C'est pour ça que moi je vais amener une petite couche philosophique, à l'histoire. Donc en fait, c'est assez complémentaire, je pense. Donc, il a fait un petit schéma, vous voyez que derrière moi, sens de circulation des idées. Vous avez d'un côté droit et gauche, donc la droite et la gauche, hein, l'anticonformisme, extrême gauche révolutionnaire, extrême droite réactionnaire. Bon, enfin, moi, je mettrais aussi révolutionnaire, hein, parce que c'est les mêmes. Ensuite, vous avez la gauche progressiste et la droite conservateur. Au-dessus, vous avez les conformistes et les anticonformistes. Alors, ce schéma a sens, fait sens. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en d'autres termes, dans le niveau un petit peu politique, philosophique, c'est un peu différent, mais dans le niveau politique, la gauche, c'est les progressistes, c'est le progressisme. En fait, la gauche, c'est ceux qui veulent prendre la place à la droite, hein, et la droite, ce sont des conservateurs. Donc c'est les «dominants», la droite, entre guillemets, dans ce schéma-là. C'est eux qui ont les terrains, c'est eux qui ont le foncier, c'est eux qui ont l'argent, et la gauche, c'est ceux qui voudraient avoir une partie du gâteau. D'accord? Donc la gauche progressisme, droite conservateur. Alors maintenant ça c'est au niveau économique, mais au niveau, si vous voulez, plus, philosophique, c'est on peut être, si vous voulez, bon j'y reviendrai après, hein, mais on peut être de droite, économiquement, mais avoir des idées progressistes. Et on peut être de gauche, philosophiquement et être très riche, hein, et donc être conservateur aussi. Donc vous voyez, ça se joue à plusieurs niveaux. Alors, Philippe, a ensuite, défini, a conceptualisé, 5 grands types de civilisations. Là, je vous invite à aller voir ces vidéos, hein. Moi, je rentre pas trop dans ce détail, mais je vous le présente ici. La civilisation A qui serait, si vous voulez, la Grèce, quoi, en quelque sorte, qui a donné l'Europe, hein, l'helléno-christianisme. La civilisation B, c'est un peu les empires, donc Rome, mais l'empire, au niveau socialiste, donc ce qu'il va définir dans son livre, on en reviendra après, donc les États-Unis aujourd'hui, bien sûr. La civilisation D, c'est un peu les empires revanchards, hein, ce qu'il définit comme revanchard, donc enfin, pardon, pas ici, c'est pas les revanchards, excusez-moi, c'est les empires perses et turcs, en fait, c'est des empires un peu, islamisants et cetera, qui ont un concept un peu différent. Et ensuite, C, c'est le judaïsme alors pardon, le D, c'est les empires perses et turcs, c'est les empires, pardon, des steppes, voilà, pardon, voilà. Et le C, c'est le judaïsme et l'islam, qui sont des empires religieux. Bon, après, vous avez des schémas, et cetera, mais une fois de plus, là, c'est pas là, je vous le montre, parce que c'est intéressant, mais voilà, c'est pas moi, j'adhère pas forcément à ça parce que, j'ai une façon différente de voir les choses, mais c'est intéressant. Et enfin, juste pour terminer là-dessus, il lui a conceptualisé une chronologie fondée sur des cycles, d'historionomique. Bon, j'ai du mal à prononcer ce mot. Je pense que c'est pas, trop, et je pense qu'il aurait dû choisir quelque chose de plus simple, comme histosophie, ça se prononce facilement. Bon, enfin bon, ça c'est juste mon point de vue. Bon, il a défini ça, c'est pareil, je vais pas rentrer dans ces principes, c'est intéressant, je vous laisse le découvrir par vous-même. Moi, je vais parler de ce que je pense être, ici, qui se rapproche de son premier schéma. C'est qu'en réalité, donc ça c'est mon schéma, hein, de la droite et de la gauche, si vous voulez, heu, vous avez donc en haut, c'est la gauche, en bas, c'est la droite. Vous avez à gauche, le socialisme, enfin,
on va dire définir un peu différent. En haut, c'est l'international et en bas, c'est le national, d'accord? Et à gauche, en rouge, c'est la gauche et à droite, c'est la droite. Donc en fait, vous avez, par exemple, si on part du bas, donc dans le national, le nationalisme, le socialisme, national, que moi je définis comme pragmatisme. Vous avez bien sûr, l'oligarchie, hein, c'est-à-dire en fait, la dictature. Vous avez la connivence, hein, la collusion, la surveillance, le conservatisme, l'élitisme. Heu dans la partie, si vous voulez, communiste, du national, la partie parce que le communisme est avant tout un mouvement national. Il y a Staline était un nationaliste, hein. Donc l'entrepreneuriat, enfin l'élitisme à gauche, l'identitaire à droite, et ensuite l'entrepreneuriat. Et plus on va sur le centre, plus on va vers la société libérale, qui est l'achèvement du communisme, hein, parce que le communisme, c'est une société libérale sans État, je me permets de le rappeler quand même. C'est l'anarcho-démocratie, c'est la souveraineté individuelle. Donc ça, c'est la société, entre guillemets, «parfaite», hein, que les libertariens aussi, énoncent. Mais aussi le communisme, hein. Et ensuite, si on remonte vers le haut, bah, on va vers l'international, le messianisme social international. Donc c'est pareil, entrepreneuriat, donc à gauche égalitarisme, à droite marchandisation, ensuite le wokisme, l'écologisme, la surveillance, la connivence et l'oligarchie. On revient pareil dans une société tyrannique, dans laquelle d'ailleurs nous sommes aujourd'hui, qui est définie par le capitalisme de surveillance. Nous sommes dans la social-démocratie aujourd'hui et on est peut-être arrivé à un point de non-retour. Ça, c'est ce que je pense profondément, mais on va, l'étudier, un petit peu après. Donc voilà un petit peu pour vous situer un petit peu, mon point de vue, dans ce schéma-là. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie historique de son livre, pour décliner rapidement ses idées. Donc ouais, ça sera plus simple, rassurez-vous. Donc voilà l'ouvrage, en question, donc, Rome du libéralisme au socialisme, qui, d'après lui, est un schéma qui se répète, à toutes les civilisations. C'est là où je suis pas vraiment d'accord parce que mettre l'Inde dans le même panier ou l'Asie et cetera, qui sont des sociétés, plutôt hiérarchiques, mais enfin bon, j'en parlerai après. Alors, je vais rentrer un petit peu dans ces, idées. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, avant de rentrer dans la partie historique, c'est qu'il définit donc dans ce schéma des phases, hein. Il y a une phase féodale, Heu, donc la féodalité au sens un petit peu, de l'an 400 quoi, de l'Europe, hein. La phase oligarchique où l'État commence à se centraliser. Une phase absolutiste, donc ça c'est les guerres civiles, liquidation des puissances oligarchiques. Donc là, on rentre dans une forme d'idée nationale. Il y a la révolution nationale, la phase parlementaire, donc ça c'est pour lui, c'est le Rome, l'homme, c'est le Rome, de la bonne époque, hein, si on peut dire, du libéralisme. Et ensuite ça va se transformer dans un populisme, donc une phase démocratique, inclusive, populiste. Et en fait, lui termine ensuite sur la phase tyrannique, donc ce qui va définir, socialiste. Et là, moi, je rajoute, hein, là, c'est mes rajouts, je complète, je mettrai, phase tyrannique, oui, mais parce que la société est devenue, infantile. C'est l'infantilisation de la population, ça, c'est le véritable socialisme. Et ensuite, je rajoute l'impérialisme, guerre, prédation, capitalisme de collusion. Et ensuite, je rajoute l'épuisement, corruption, dénatalité, invasion barbare. Ensuite je rajoute, révolution progressiste contre les conservateurs, hein, donc ça c'est la lutte des classes. Et ensuite, capitalisme mondial de surveillance, d'accord? Voilà, je complète un petit peu, mais globalement, c'est son idée et voilà, c'est, tout à fait là, je pense que c'est tout à fait juste. Alors maintenant, pour revenir sur son livre, dans la partie historique, donc l'auteur examine, si vous voulez, la trajectoire historique de Rome et soutient que son ascension, au pouvoir est issue d'un système fondamentalement libéral, la Rome initiale, mettant l'accent sur les droits individuels, un gouvernement limité qui a ensuite évolué sur un modèle socialiste caractérisé par une intervention accrue de l'État. Donc ça, c'est César qui a permis de faire ça en quelque sorte, de l'État et ensuite de l'érosion des libertés individuelles. Effectivement, plus une société devient complexe, moins il y a de liberté individuelle, hein, ça c'est assez logique. Cette transition, soutient-il, a été motivée par l'expansion militaire et l'afflux de richesses, et ça c'est un point intéressant, de richesses et d'esclaves, qui en a résulté, à une déstabilisation de l'économie et a conduit des troubles sociaux
Donc ça, c'est tout à fait juste, je pense. Philippe ensuite, établit des parallèles entre le déclin de Rome et l'avenir potentiel des États-Unis. En fait, aujourd'hui, Rome, c'est l'Amérique, bien sûr. Il met en garde contre des changements sociétaux et économiques similaires. Donc en fait, pour lui, le schéma, c'est que les États-Unis vont devenir une, puissance tyrannique. Bon, je sais pas trop. Alors ensuite, les définitions de Hayek du libéralisme et du socialisme encadrent l'analyse, soulignant le continuum entre la liberté individuelle et le contrôle de l'État. Bon, d'une manière générale, ça c'est tout à fait juste, hein. Je vais rentrer très rapidement dans quelques dates importantes, donc c'est la fondation de Rome, 8e siècle avant Jésus. Un régime monarchiste, c'était une monarchie, un roi, hein. 509, c'est les rois sont chassés par les Romains sous la conduite des aristocrates. 5e siècle avant Jésus, sécession de la plèbe, loi des 12, la plèbe, c'était les non aristocrates, hein, voilà. Et la loi des 12 tables, donc en fait, le peuple a demandé plus de justice, mise en place du régime libéral romain, droits fondamentaux garantis par l'état de droit. Donc ça, c'était une république assez idéale, on va dire. Ensuite, 5e, 4e siècle, enrichissement de Rome, immigration, résistance aux agressions et imposition du modèle romain aux cités-États. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rome est devenue une ville très prospère, mais l'Italie n'existait pas à cette époque-là. Et les autres villes aux alentours ont voulu copier ce modèle-là et s'intégrer à Rome. 3e siècle, première guerre punique et annexion de la Sicile. Donc ça, c'est contre Carthage, hein. Mise en place du système de la Provencia, rompant avec la tradition des traités d'alliance bilatéraux avec les cités vaincues. Donc là, il commence à y avoir un phénomène de domination, hein. C'est plus équitable. Là, Rome commence à se transformer en empire. Jusqu'au 1er siècle avant Jésus, les guerres puniques, hein, conduisent Rome à une, réaction en chaîne à conquérir des pans entiers du monde méditerranéen, par la suite devenue une superpuissance. Elle est appelée comme arbitre dans les conflits, locaux qui amènent des nouvelles annexations de territoires et captures d'esclaves. L'ampleur de la prédation armée, déstabilise l'économie romaine, c'est-à-dire cette cité, équilibrée, au profit de la classe dirigeante, des sénateurs qui contournent les principes de l'égalité de droit en utilisant le pouvoir de l'État pour défendre leurs propres intérêts. Donc ça, c'est du capitalisme de connivence, de collision, contre celui de la classe moyenne, le petit peuple. La ruine des petits propriétaires fait apparaître un prolétariat de citoyens oisifs et des revendications sociales. Donc ça c'est le début de l'infantilisation de la société. Et ensuite, les tensions progressent, et cetera, jusqu'à ce qu'il y ait des guerres civiles, et puis, cette société qui était libérale initialement, se transforme au 1er siècle, et cetera, dans un système de plus en plus socialiste au sens, lui, il va devenir le socialisme du haut et le socialisme du bas, dont on va parler après, jusqu'à l'avènement de César, qui mettra en place tout ce qu'il faut pour créer l'empire, donc un système tyrannique où les libertés individuelles sont, plus ou moins perdues. Voilà, je m'arrête là. Je vous invite à lire le livre. C'est assez intéressant, c'est bien articulé, et il y a vraiment une logique à tout ça. Là où moi je mets un petit bémol, c'est sur, vouloir l'imposer au monde entier. La société indienne est très différente, je pense que Philippe vit en France et ne voyage pas trop. Moi je vis en Asie, je vis au Cambodge, dans des sociétés qui sont très différentes avec une société hiérarchique, où, la liberté individuelle existe, mais n'a pas le même besoin. La liberté individuelle que moi je définis, c'est très nordique, européen, hein, mais il y a même une différence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, hein, clairement à ce sujet-là. Alors, je rentre dans la partie, philosophique. Et je vais tout de suite mettre, les pieds dans le plat. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps dans laquelle je dis que je suis un communiste de droite et je le confirme, je suis un communiste de droite. Mais le communisme, je vous rappelle, c'est l'anarcho-liberté, d'accord? Le communisme, c'est la troisième phase, de la société, communiste. C'est-à-dire, en fait, vous avez la révolution, la période socialiste, donc la dictature où le peuple doit être éduqué et cetera, jusqu'à arriver à un niveau de sagesse suffisant pour qu'il n'y ait plus d'État. Alors bien sûr, c'est utopique. Et pourquoi je me suis un communiste de droite et pas un communiste de gauche? C'est que je suis conservateur dans les idées philosophiques, d'accord? Je ne suis pas progressiste, je ne suis pas pour le LGBT, je ne suis pas pour le wokisme, et cetera, et cetera. Je suis relativement conservateur d'un point de vue philosophique. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est la liberté.
ou sécurité. Donc ça, c'est effectivement ce que dit, Hayek ou Friedman, je ne sais plus lequel des 2. Mais en réalité, moi, je rajoute la liberté peut-elle exister réellement? Par exemple, heu, un des points premiers, je crois que le point le plus important pour les libertariens, c'est le droit à la propriété. Mais quand vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes libre? Non, vous devenez l'esclave de votre propriété. C'est bien pour ça que, lui là, Diogène, vivait nu dans un tonneau, ce grand philosophe, hein. Parce que, si vous voulez être libre, il ne faut rien posséder. Hein, c'est quelque chose d'intéressant à analyser et là, du coup, je vais enclencher directement sur cette fameuse phrase, qui est énoncée à tort puisque c'est pas du tout, bon, j'ai plus son nom en tête, mais je vais vous la citer, vous allez tout de suite comprendre: «Vous ne posséderez rien et vous serez heureux». En fait, c'est une phrase de Ida, Auken, qui est une, députée, ou sénatrice, danoise, voilà ici, et qui a été repris par Claude Schwab, voilà. Ou tout du moins on lui donne la paternité de cette phrase, mais pas du tout. Mais cette phrase, elle est intéressante parce que Diogène, bah, il possédait rien et il était heureux. Heu, Quand Alexandre le Grand vient le voir et cetera, il lui dit: «Mais pousse-toi de mon soleil», parce qu'il lui cache le soleil. C'est un homme totalement libre. Donc la vraie question, si c'est la liberté que vous cherchez, ben il ne faut rien posséder. Devenez, un Diogène, c'est-à-dire allez vivre dans la rue de mendicité, faites de la philosophie, vous serez libre, vous serez libre. La possession ne rend pas libre, au contraire, elle asservit. Donc vous ne posséderez rien, vous serez heureux, c'est quand même assez subtil, un peu plus subtil que juste ce qu'on essaye d'affubler, Klaus Schwab et cetera. Et là, du coup, l'actualité, m'a refait, reprendre, contact avec, cet entretien que j'avais fait avec le patron de la communication de la ville d'Oriana, Jost Stridon. Pourquoi? Parce que, donc ça c'est la vidéo, une des deuxièmes vidéos que j'ai faites sur le sujet de la ville d'Oriana. Orania, c'est une ville d'Afrikaners, donc de blancs, en Afrique du Sud et cette histoire est assez importante et intéressante, ils ont décidé, ils ont conceptualisé, ils ont dit: «Pour être libre, en fait, il faut vivre tout seul». Donc ils sont partis dans une zone un peu désertique, ce que vous voyez là à gauche, où il y avait rien, il y avait eu une première ville, mais qui avait été abandonnée. Ils ont racheté les terrains. Ils ont fait du communisme, c'est-à-dire en fait, se sont mis ensemble, ils ont racheté les terrains et ils ont développé une ville extrêmement prospère. Voilà, avec leur drapeau ici, là, vous voyez, c'est un enfant qui se relève les manches pour le travail. Alors, c'est des protestants, et cetera, et cetera. Bon, voilà, ce sont des Afrikaners. Mais en fait, ils vivent entre eux. Sont-ils racistes? Non, ils sont pas racistes. Ils veulent juste vivre leur vie, de religion et entre eux et ils embêtent personne en réalité, hein. C'est pas eux qui ont créé l'apartheid parce qu'ils sont contre l'apartheid. L'apartheid, c'était de la mise en esclavage des noirs, hein. Dans l'apartheid, les femmes de ménage, étaient des noirs et chez eux, non. Tout est fait par eux-mêmes. Ils n'exploitent personne, ils s'exploitent eux-mêmes. C'est pour ça que c'est une ville pour moi, ça, c'est le communisme quasiment abouti parce qu'ils sont quasiment sans État. Ils ont une administration commune, ils mettent de l'argent en commun pour acheter des panneaux solaires, des batteries, et cetera, pour être autonomes. Mais c'est ça le communisme, en réalité. Alors maintenant, l'Afrique du Sud, a sorti une loi il y a quelques semaines, donnant la possibilité d'exproprier n'importe quelle personne s'ils estiment, que cette personne a volé le terrain à l'époque de l'apartheid. Alors c'est pas le cas d'Oriana, parce qu'Oriana, ils l'ont acheté après l'apartheid. C'est une ville qui a 10-15 ans maintenant ou 20 ans maximum. Donc en fait, ils l'ont acheté également, mais ils peuvent être expropriés. Si l'État d'Afrique du Sud, qui est maintenant, totalement aux mains des noirs, et de certains extrémistes, hein, vous savez la chanson, Kill the Boer et cetera, peuvent tout d'un coup se dire: «Ah bah cette ville, elle est bien maintenant, ils l'ont bien développée, on va l'exproprier sans compensation, hein et on va les virer». C'est pour ça que Trump a offert l'asile aux Afrikaners, hein. C'est voilà. Alors maintenant le contexte d'Oriana, c'était une communauté Afrikaner qui vivent sur ces terres, qui les ont achetées légalement, et cetera. Donc maintenant, si l'application de la loi, d'expropriation, se fait pour eux, contre eux, là, c'est une injustice. Moi, je veux bien comprendre que, il y a eu des abus durant l'apartheid et que peut-être que des grandes fermes ont été, à l'époque, volées sur des terrains existants et encore, écoutez Bernard Lugan, à ce sujet parce que a priori, il y avait personne en Afrique du Sud. Si, il y avait les Khoikhoi, pas les Khoikhoi, les, Samkhoi, je crois. Ceux qui parlent,
comme ça là et qui, c'était les habitants, eux, de l'Afrique du Sud. Mais les Zoulous, c'est-à-dire les noirs, sont venus quasiment en même temps que les blancs et ont fait jonction. Donc en fait, la seule victime en réalité, ça serait les premiers habitants, hein, les indigènes premiers qui ont été, aussi maltraités, je pense, que par les blancs et que par les Zoulous. Bon, ça c'est un autre sujet. Lisez Bernard Lugan à ce sujet-là. Mais voilà, donc vous voyez, là, ce sens-là, la propriété est importante. Quand je dis, «Soyez libres, soyez, n'ayez plus rien», oui, parce que là, eux, ils ont tout à perdre. Donc sont-ils libres? Sont-ils libres, les citoyens d'Orania? Mais non, ils sont pas libres. Ils sont dépendants de leurs biens, de ce qu'ils ont construit, de leurs richesses, et ça, c'est un on peut les attaquer et tout leur enlever. La loi permet d'exproprier tous les habitants de cette ville, en Afrique du Sud. Alors ça, effectivement, c'est du socialisme tyrannique, on est d'accord. Voilà. Donc voilà pour Orania qui est j'espère qu'ils vont trouver une solution avec le gouvernement sud-africain, que ça va parce que ça risque de partir en couille, hein, si jamais ils le font, je pense il va y avoir beaucoup de réactions, hein, notamment de gens très riches comme Elon Musk, hein, qui est lui, il est pas africaneur parce qu'il est d'origine anglaise, je pense. Il n'est pas d'origine hollandaise et française ou allemande, ce que sont les afrikaners, mais bon, voilà. Alors maintenant, je vais parler un petit peu d'un autre personnage qui est Jean-Jacques Rousseau et là, je m'inspire du livre d'Alain Benoît, «Ce que penser veut dire». Jean-Jacques Rousseau, pour la plupart des gens, ils vont dire: «Ah, socialiste, hein, socialisme, et cetera, et cetera». Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'en fait, Jean-Jacques, Rousseau s'est défini dans son enfance, hein, comme étant un admirateur de la République romaine. Donc en fait, Fabry définit comme étant, le gouvernement, libertarien idéal. Ben Jean-Jacques Rousseau était admiratif de cela. En 1749, il participe à un concours fait par l'Académie de Dijon sur le thème «Si le rétablissement des sciences et des arts, a contribué à épurer les mœurs». Alors, c'est les années c'est les Lumières, donc eux pensent que, la religion a abruti les gens et que les sciences et cetera ont libéré les mœurs, épuré les mœurs. Alors, il va gagner le concours, mais sa réponse, elle n'est pas à laquelle vous pensez, elle est totalement opposée. Sa conclusion est que les sciences des lettres et des arts ont surtout contribué à la corruption des mœurs et que leur prétendu progrès s'est partout traduit par un abaissement de la morale. D'accord? Et il dit, là, je cite, «Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts ont avancé à la perfection». D'accord? Donc voilà ce qu'il dit, Rousseau, hein. C'est quand même il est très conservateur de droite, en réalité. Et ensuite, s'opposant fondamentalement à la thèse de Bernard de Mandeville, alors ça, c'est aussi intéressant, c'est la fable des abeilles, hein, comment dire? Peut-être une institution pour les libertariens. Qu'est-ce qu'elle dit la fable des abeilles? C'est la recherche égoïste du profit individuel qui aboutirait paradoxalement au bonheur de tous. C'est-à-dire, en fait, c'est votre égoïsme, la recherche de votre plaisir, de votre richesse personnelle et cetera, qui fait que les gens vont s'entendre, hein, il y aura une sorte d'entente générale, pour, stabiliser la société. Et ça, Rousseau, il est complètement contre, et moi aussi, hein, parce que ça, c'est très naïf, hein, à mon sens. L'homme, est un prédateur. Souvenez-vous de la cellule, c'est pour ça que je vous l'ai dit, hein. La cellule, elle n'est là que pour se reproduire, elle, pas les autres. Les autres, elle n'en a rien à foutre. Alors vous me direz: «Ah bah, c'est ça l'égoïsme». Non, si vous laissez faire la cellule, il n'y en aura plus qu'une seule à la fin, d'accord? Elle va tout bouffer. Si vous laissez d'ailleurs, une ville à l'abandon, la nature reprend il y aura des arbres, des lianes, des feuilles, des fougères et cetera. D'accord? Donc la nature n'est pas, comment dire? Tout le temps dans une harmonie. Ça, c'est faux. C'est de la France et la France aujourd'hui avec ses beaux paysages et cetera, c'est que l'homme l'a modélisée. Sinon ça serait une jungle, une forêt, bordélique, et cetera. Alors on peut trouver ça beau, mais c'est pas harmonieux forcément. Donc alors, il s'oppose fondamentalement à cette idée du profit individuel qui aboutirait au bonheur de tous, et il dit, je le cite: «Car pour 2 hommes dont les intérêts s'accordent, 100 000 peut-être sont opposés». Voilà. Il n'y a d'autre moyen pour réussir, que de tromper ou de perdre tous ces gens-là, dans la philosophie de la fable des abeilles. C'est que d'une manière générale, si vous voulez, pour faire simple, il arrivera à un moment donné à une collision, comme Rome, a changé et il arrivera à un moment donné où la collision fera que des élites vont se former et elles vont tout accaparer. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Appelez ça socialisme, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le cas. Donc pour lui, les libertariens et enfin plutôt pour moi, je dirais, les libertariens ont un côté un petit peu naïf, hein, avec leur fameuse devise «Don't trade on me», ne me menace pas. OK, super, mais voilà, faire une société sur ces bases-là, c'est peut-être compliqué. Là, c'est un de leurs grands penseurs, bien évidemment, qui est, Milton Friedman, qui est intéressant, hein, je dis pas le contraire, hein, mais pour moi, cette société aboutira forcément à un système mafieux puisqu'il y aura collusion à un moment donné, les plus forts vont s'unir et vont prendre le pouvoir sur les autres. C'est la cellule qui veut se reproduire, elle ne veut pas aider les autres à se reproduire, hein. Alors bien sûr, il y a la morale, il y a la religion, tout ce que vous voulez, mais le fait est que, ça finit mal en général. Alors maintenant, je vais parler du cycle, de Tyler, un cousin écossais, un grand monsieur, un grand penseur, qui explique un peu ça quelque part. C'est qu'en fait, voilà le cycle, alors je vais me pousser un petit peu, vous pouvez lire, hop, voilà, je me pousse. Donc comment ça commence? Vous avez, effectivement une société qui va dire devenir abondante, d'accord? L'abondance, c'est la société dans laquelle un petit peu on était, les 30 glorieuses. Elle a débouché sur quoi? Sur une société de l'égoïsme. C'est à propos de moi et mes affaires, donc ça, c'est la fameuse théorie, du livre des abeilles, où je mets quand même un petit bémol, hein, là-dessus, parce que sur quoi elle débouche? Elle débouche sur la complaisance, hein. Loi et auto-absorption, c'est-à-dire, en fait, là, on commence à entrer dans la collusion et ensuite on va arriver dans l'apathie, responsabilité personnelle perdue, l'infantilisation. C'est pas de ma faute, du coup, c'est le système, hein. Alors ça, c'est un peu socialiste, je le reconnais, et ensuite, on arrive dans la liberté centralisée, indépendante, et indépendance contrôlée. Point de non-retour, le gouvernement parvient à un contrôle complet. Donc ça, c'est la dictature, c'est la dépendance et on arrive à la servitude. Les gens là, vont commencer à se révolter. C'est humain, on n'aime pas être, des esclaves. Donc là, pour lui, la foi en Dieu, mais pour Rousseau, ça peut être une morale, quoique lui, comme Robespierre, n'était pas contre Dieu, hein. La foi en Dieu, recherche d'unité et de renforcement, rencontre morale profonde, qui va déboucher sur le courage. Parce que pour mourir, il faut soit une foi, soit une grande morale ou une grande conviction, hein. Les gens se battent pour la liberté. Là, je me pousse. On arrive à la liberté, prospérité et liberté obtenue, et on retombe dans la société d'abondance. La concentration se tourne vers les choses matérielles. Donc, vous voyez ce cycle-là, et je pense le bon, très intéressant. Alors, y a-t-il un moyen de mettre fin à ce cycle? Ça, c'est vraiment la question, hein. Et là, je vais rajouter, moi, une petite couche sur mes propres études, c'est qu'en fait, les sociétés ont tendance à se complexifier. Dans un désordre, hein. C'est comme les lois de la thermodynamique. C'est en réalité, quand on était dans les sociétés claniques, dans ce que moi j'appelle dans les néolithiques, les groupes chasseurs, familiaux de chasseurs-cueilleurs, heu, vous étiez cohérents. Petit groupe, cohésion, communisme, je fais une parenthèse parce qu'il y a les gens que je dis communistes, ça peut faire mal aux oreilles. Heu, Si vous avez une famille et des enfants, vous partagez à table. Il y en a pas un qui mange plus que l'autre. En général, on partage. Ça, c'est le communisme, d'accord? Le communisme fonctionne à petite échelle. Donc, dans les petits clans de cueilleurs-chasseurs, c'était le cas. Néolithique et ensuite on a dans la société simple qui a à gauche individu libre et autonome, les sociétés complexes, donc l'Europe était plutôt à gauche, les sociétés complexes se sont plutôt formées au Moyen-Orient, donc Sumer, etc., un peu la Grèce plus tard, les cités-États, etc. Et là, c'est l'invention de Dieu, parce qu'en fait, pour contrôler des gens qui s'agglutinent qui sont agglutinés dans des cités, arrachés de leur terrain, donc arrachés de leur clan de chasseurs-cueilleurs en quelque sorte, hein, familial. C'est des gens qui sont déracinés, perdus. Il leur faut une religion pour faire une cohésion. D'accord? Donc ça, c'est les sociétés complexes, individus aliénés et subordonnés. Ça, c'est les empires antiques. C'est pour ça que Rome, finalement, aboutira toujours à une société complexe d'individus aliénés et subordonnés, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres méthodes de gouvernance quand vous avez des milliers de personnes, de religions différentes, déracinées, etc., etc. Vous avez ensuite Jésus-Christ, donc société païenne, clanique, paysans libres et armés, à l'époque de Jésus, c'est ce qu'était l'Europe. C'est pour ça que l'Europe n'a jamais été unie, parce que nous sommes des individualistes armés. Nous sommes des paysans armés. Et ça, c'était le cas allez, quasiment une bonne partie du Moyen-Âge. Et ensuite,
à partir du Capétien, c'est fini parce que là, c'est on conceptualise une société complexe. Donc, royaume chrétien, servage, ensuite on arrive à l'ère viking qui est un soubresaut, hein, lisez Montesquieu, c'est-à-dire en fait, les Nordiques, alors les Vikings c'est un mauvais mot parce que ça veut dire pirate en réalité, donc en fait je parle plutôt de nordiques. Les sociétés nordiques étaient encore dans, dans ce côté clanique, alors qu'on peut critiquer ou pas, mais par exemple il n'y avait pas de prison chez les Nordiques, il y avait le Tin, l'assemblée du Tin où tous les hommes libres étaient égaux. Et voilà, c'était une société très libre où les femmes avaient énormément de droits, et cetera, et cetera, et où il y avait bien sûr des esclaves, mais l'homme paysan, le paysan était libre. C'était voilà, il y avait une plus grande liberté de justice, et cetera, et qui a influencé hein, beaucoup l'Europe. Donc, soubresaut viking. Et on aboutit à aujourd'hui, moi j'ai deux types de sociétés, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec le modèle de l'auteur du livre, c'est que pour moi, il y a la société traditionnelle, violence hiérarchique, individu aliéné aux traditions. Donc ça, c'est par exemple le Cambodge, l'Asie, l'Inde, etc. C'est les sociétés traditionnelles. Et ensuite, vous avez les sociétés libérales, violence transversale, donc ça c'est l'Europe, individu aliéné aux technologies aujourd'hui. Voilà. Parce que ça, il n'en parle pas, hein, mais en fait, en réalité, nous sommes dans une nouvelle aliénation. Voilà. Bon, je termine un petit peu pour ça. Ça, c'est espace épais, hein, si vous voulez en savoir un peu plus. Je termine juste après sur ce schéma-là. Vous avez le monde utopique, donc ça c'est le socialisme, et en réalité également l'anarchie ou le communisme, et là je mets dans les libertariens dans le même paquet, hein, d'accord? Parce qu'en fait une société sans État n'existe pas. Ça deviendra une société de prédation mafieuse. Alors l'utopisme, on va dire que c'est la gauche un peu plus en partie, c'est centre, progressisme, déconstructionnisme, mondialisme, etc., qui va sur une synarchie mondiale vers l'idiocratie, l'infantilisation totale de la société, et pour créer un homme nouveau, soi-disant, qu'on pourrait aboutir à un changement civilisationnel. Bien évidemment, ça n'existe pas. Et ensuite, vous avez le réalisme, la société plus terre à terre, du bon sens, donc on va dire plutôt la droite, conservatisme, spiritualisme, nationalisme, et qui va aboutir dans une synarchie nationale à ce que moi j'ai défini comme un espace de paix, c'est le souverainisme social, protectionnisme adapté, hiérarchie du mérite, liberté individuelle. Ça, c'est la troisième voie, c'était un peu De Gaulle, mais vous voyez, ce n'est pas une liberté, ce n'est pas une société sans État. Nous avons besoin d'un État fort et d'être quand même dans certaines planifications. Ça, c'est la société de la méritocratie, l'homme classique traditionnel. Hein, voilà. Bon, on peut en discuter, hein, bien évidemment, mais voilà un petit peu le point de vue. Alors, maintenant, je retombe un petit peu dans, euh, dans le livre qui parle de complexification. Fabry nous parle de complexification, mais sans employer le mot. En fait, la victoire, pour lui, en gros, c'est la victoire sur Carthage, a tellement enrichi Rome que cela a introduit des pratiques de prédation et de socialisme par le haut, c'est-à-dire de capitalisme de connivence, favorisant les élites. Et là, la plèbe, le peuple, a eu une réaction, des revendications, et eux aussi voulaient manger, avoir leur part du gâteau, du butin. Et ça, le populisme en est sorti ou a émergé un socialisme du bas. Et c'est quoi? C'est la redistribution du pain, les jeux romains, etc. Et ces deux mouvements ont convergé vers une dictature impériale sur une économie planifiée, etc., érodant les libertés et le dynamisme économique de la société républicaine romaine initiale. Alors oui, certes, mais en fait, la complexification des sociétés, elle est liée à un moment donné à une surpopulation ou à une surrichesse. Pourquoi voulez-vous travailler si vous avez de l'argent? Vous avez plus d'envie, je veux dire, voilà, c'est pas. Mais ce modèle-là n'existe pas vraiment en Inde ou en Asie, d'accord? Parce qu'en fait, la société est tellement hiérarchisée, c'est qu'en fait, l'argent reste en haut, toujours, et qu'il y a très peu de, comment dire, de sociétés par le mérite. Et le peuple ne va pas revendiquer ça. C'est aussi religieux, hein. Dans l'hindouisme, il y a le karma, dans le bouddhisme, il y a le karma, etc. Donc on ne peut pas, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, cela dit, c'est intéressant. Alors je rentre dans la partie politique maintenant. Alors très rapidement, je vous montre ce que j'ai fait comme moi j'avais créé un espace politique dans une, je crois que c'est la vidéo, oui c'est la vidéo sur le fascisme, j'invite à aller le voir. C'est qu'en fait, bon, en haut c'est pareil, c'est toujours la société libérale, en bas c'est la société totalitaire, donc en haut j'ai mis Jésus, en bas j'ai mis Mussolini.
À droite, bah, c'est à droite. Là, j'ai mis, Jules César à droite parce que pour moi, c'est une société de droite, même s'il y a du capitalisme de connivence, bien sûr, et même s'il y a de la redistribution. Et vous avez en face, vous avez Robespierre, ouais, je crois que c'est voilà, Robespierre. Et en fait, c'est un peu la même chose. En fait, c'est des sociétés qui proposent l'infantilisation, globalement de la société. Mais une fois de plus, c'est lié à la complexification. Quand vous avez des millions d'individus arrachés à leurs terres, arrachés à leur clan, à leur famille, à leurs traditions, qui vont dans des cités, dans des monopoles, pour vivre comme des poulets, dans des HLM ou des boîtes, bah, ça devient des enfants. Donc il faut les nourrir, il faut les soigner, hein, voilà, ça devient les enfants. Et ça, c'est des sociétés hiérarchiques, bien évidemment. Et si on remonte vers le haut, vers la «liberté» entre guillemets, vous avez à gauche internationalistes, parce qu'en fait, plus vous avez sur la liberté, plus vous voulez un monde global, plus vous ne voulez plus de nations, hein. L'achèvement total du libertarisme, c'est un monde sans nation, comme le communisme. C'est-à-dire, en fait, il y a plus d'État, il y a plus de nation, il y a que des individus qui s'autogèrent. Mais ça aussi, c'est complètement utopique. Voilà, ça peut marcher à petite échelle. Quand vous êtes dans une grande échelle, c'est plutôt ce modèle-là qui fonctionne, ou celui-là, enfin ceux-là quoi, le capitalisme de surveillance. La liberté ne fonctionne que dans des petites échelles, des petites structures. Voilà, le Mayflower, donc l'Amérique a été fondée par des gens cherchant cette liberté. On va dans une droite Reagan, Evola, et cetera, et cetera. Et après on retombe, Bukele, Hitler, patati patata, et ici on remonte, vers du national-socialisme, hein, on va dire, voilà. Je rappelle que Robespierre était nationaliste, hein. Bon, voilà, petite parenthèse, allez voir ma vidéo sur le fascisme si vous voulez un peu plus d'explications à ce niveau-là. Mais ce que je vais dire rapidement ici, c'est qu'en fait, pareil, il y a souvent une critique, souvent un mélange politique dans les gens qui disent: «Je suis anticapitaliste». Alors moi aussi, par moments, je dis que je suis anticapitaliste, mais c'est un raccourci. Je suis pas contre le capital. Le capital est inhérent à la vie, c'est la cellule. Le souci, c'est pas le capitalisme, c'est le capitalisme de surveillance ou de connivence ou de collusion, hein. Le capital, c'est pas le problème, c'est l'abus, l'excès de pouvoir, d'accord? Qui est lié à la complexification des sociétés. Le capital est une réserve d'énergie. Le capital est ni bon ni mauvais, c'est son utilisation perverse qui conduit à l'exploitation de l'homme par l'homme. Le capitalisme a toujours existé et il existera toujours. Le capital, le gras du corps humain, des seins des femmes, c'est du capital. La vie est un système thermodynamique, comme on l'a vu dans le préambule, qui a pour unique but de survivre grâce et par ce capital. Pour ce faire, nous procédons à des échanges de capitaux, temps contre énergie, force contre énergie, connaissance contre énergie, sexe contre énergie. C'est pour cela que le capitalisme ne peut pas disparaître. Il est l'essence même de la vie, qui est un processus d'échange d'énergie thermodynamique, la monnaie étant juste un moyen d'échange plus pratique du capital. Ce qui est condamnable, c'est les hommes et leur faiblesse qui conduit forcément à de la collusion, hein. Voilà pour ça. C'est important de le dire. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu euh, sur l'histoire du capitalisme de surveillance. Ce dont ne parle pas trop Fabrice, c'est en fait, en gros, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, un capitalisme de surveillance mondiale. Alors, socialiste, hein, la social-démocratie, mais ça va de Chine aux États-Unis. Alors, les États-Unis, il y a peut-être un soubresaut libéral en ce moment, mais à voir. Si vous voulez, et ça, c'est ce que je traite un petit peu dans le livre, Mon combat contre Hitler, qui est une version augmentée du livre d'Otto Strasser, édité une première fois en France en 1940, qui est très intéressant. Je vous invite vraiment à le lire, ce livre, parce que il y a un parallèle entre 2025 et 1925. On est au croisement de chemins. Et si on veut sortir de ce capitalisme de surveillance qui semble nous avoir mis sous une chape de plomb, il faut lire ce livre. Et je vais vous citer un passage. Parce que la lutte des classes, en réalité, elle n'a pas changé, hein. La lutte du dominant et du dominé, c'est toujours la même. Alors je cite un passage de mon introduction de ce livre. Lorsque l'homme fait face à des crises complexes, la réponse la plus courante réside dans la simplification des problèmes, en créant un bouc émissaire facilement identifiable. Mais d'un point de vue historique, l'opprimé ne reste jamais éternellement dans ce statut de victime, puisqu'en renversant le pouvoir, il va à son tour devenir un oppresseur. Si bien que nous assistons depuis des siècles à des cycles
intervertissant pardon, les rôles entre opprimés et oppresseurs. Les 2 principes, cycles, enfin, les 2 principaux cycles sont l'ère démocratique libérale et l'ère dictatoriale antilibérale, dans laquelle aujourd'hui on serait, hein, ce fameux socialisme dont parle Fabry. Alors comment cela va-t-il se terminer? Le capitalisme de surveillance a-t-il mis fin réellement à ces cycles que nous venons de décrire, ou sommes-nous malgré tout au début d'une nouvelle révolution sanglante où ces minorités oppressives deviendront à leur tour des boucs émissaires? Alors ça, c'est la vraie question. Et là, j'ai un doute, je ne suis pas certain qu'on puisse assister à un nouveau combat de révolte de la plèbe contre les sénateurs, contre de la gauche progressiste contre la droite conservatrice, parce que le système du capitalisme de surveillance est assez intelligent. Et il est surtout mondial. C'est-à-dire, en fait, on l'a bien vu avec la pandémie. La pandémie, elle a été gérée de manière mondiale par tous les pays du monde. De la Chine aux États-Unis, c'était main dans la main, hein. Pourquoi? Bah, parce que tous ces gens-là sont issus du capitalisme de surveillance, qui a été défini par une dame qui s'appelle Zuboff, mais elle le définit surtout au niveau des types GAFAM, des technologies. Moi, je vais plus loin. Je vais plus loin en disant que c'est vraiment quelque chose de global et de politique. Alors voilà un petit peu pour la partie politique. Maintenant, je vais rentrer dans ma conclusion et vous aurez ma solution en quelque sorte, qui est pour moi liée à la troisième voie, à la française, hein. Alors je résume un petit peu, Philippe Fabry nous a expliqué dans son livre qu'il y a un socialisme du haut et un socialisme du bas. Le socialisme du haut, c'est le capitalisme de connivence, la centralisation des pouvoirs, les réformes économiques favorisant les élites et les riches, etc. Et le socialisme du bas, c'est la distribution du blé à Rome, mais aujourd'hui, c'est les aides sociales, etc. C'est les colonies dans lesquelles on donnait, hein. Par exemple, la Roumanie, c'était des colonies pour les soldats. Donc les colonies, et cetera, les réformes sociales visant à limiter le travail des esclaves à Rome, hein, mais aujourd'hui ça va être un peu ça. C'est-à-dire en fait avec l'intelligence artificielle, et cetera, on va certainement sortir des lois pour limiter l'intelligence artificielle, limiter la robotique, parce que, il faut que nos plébéiens puissent avoir un travail, hein. Et tout ça, ça donne quoi? Ça donne une nature tyrannique, le dictateur à vie, hein, ce qu'on voit, Macron, Zelensky, ils sont plus élus, hein. Macron, son rêve, je pense que c'est de rester au pouvoir. Propagande, c'est le culte de la personnalité, la propagande, les fake news, et cetera. La suppression des libertés, mais ça, on l'a vu, on est en plein dedans, hein, on est dans ce capitalisme de surveillance, hein. Voilà quoi, on est dans un système mafieux. Alors, moi, j'appelle cela le capitalisme de surveillance, hein. Ce système est-il une fin en soi? Est-ce qu'on est condamné à le vivre éternellement ou est-ce qu'on va revivre un cycle? Ça, c'est la grande question. Hem, je vais citer 2 grands penseurs. Le premier, c'est Nietzsche, qui nous dit: «Grâce à des libertés de communication, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées». Alors ça, c'est Orania, mais vous voyez que les nations ne sont pas dépassées. Parce que le gouvernement sud-africain en votant cette loi d'expropriation sans aucune compensation, va pouvoir les exproprier comme ça. Donc on est dans une tyrannie, mais elle est globale, mondiale. Et après, je vais citer un petit peu son opposé en quelque sorte, qui est Salvatore Dali. Je cite: «Moi, je suis contre la liberté. Je suis pour la sainte inquisition. La liberté, c'est de la merde et c'est, pour ça que tous les pays sombrent à cause de l'excès de liberté. La liberté ne sert à rien. Non, non, je suis très anti-libéral». Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Lui, il est, alors quand il dit: «Je suis contre la liberté», en fait, il est contre la fausse liberté. Il est contre l'état du capitalisme de surveillance, cette société, soi-disant, entre guillemets, ce socialisme, on peut le dire ici, soi-disant, qui, nous infantilise et qui nous donne une sécurité et cetera. Non, en gros, ce que dit Salvatore Dali, c'est que c'est dans l'insécurité qu'on crée et ça, c'est exact. Donc en fait, en réalité, ces 2 citations, heu, nous inciteraient à dire qu'il faut nous révolter, mais est-ce possible? Est-ce possible dans ce capitalisme de surveillance? Ce que je disais dans Hitler et moi, mon combat contre Hitler, est-ce que nous sommes toujours dans une capacité de révolte?
C'est pas évident, hein. Ça, c'est une véritable question profonde. Les gilets jaunes, on a vu que ça a été tout de suite coopté. L'histoire de la pandémie, on a vu que tous les gouvernements ont travaillé main dans la main, dans le même sens. Aucun gouvernement s'est révolté, même si la Suède ou je sais pas, la Yougoslavie, et cetera, ont peut-être été moins enclins à aller dans cette folie. Le fait est que aucun gouvernement a dit: «Non, c'est fou, je ne veux pas, je rentre pas dans ce système». Moi, je l'ai pas entendu, alors et peut-être que si vous le savez, vous me le dites en commentaire. Donc en fait, pour moi, la seule solution, c'est la troisième voie, d'accord? C'est la troisième voie, donc ça, c'est ma vidéo, que j'ai émise et là, je parle bien d'un socialisme à la française, d'accord? Pourquoi? Parce que, pour faire simple, je vous ai dit tout à l'heure, je suis un communiste de droite. Moi, je rêve d'un monde sans État, où on fout la paix à l'individu et que l'individu se développe dans la compétitivité, voilà, et cetera. Mais forcément, les plus forts vont coopter l'argent, vont coopter les pouvoirs et un système mafieux va naturellement exister. C'est la nature elle-même, c'est en fait le dominant va dominer puisqu'il peut le faire tout simplement. Donc il faut de la morale dans une société. Elle peut être religieuse, elle peut être civile, mais il faut de la morale, de l'empathie, etc. Même s'il y a des choses chimiques qui font qu'une mère aime son enfant. Mais une mère est capable de tuer son enfant. Elle est capable de le vendre. Donc en vrai, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je suis finalement un souverainiste social à la française. Je ne suis pas un socialiste. C'est pour ça que je vais plutôt parler de social. D'ailleurs, j'aurais dû mettre en bas, pas socialiste, mais social à la française. Et la troisième voie, c'est quoi? Bah, c'est ce que De Gaulle avait fait, c'est ce que Larocque avait tenté de faire plus ou moins, c'est ce que Serge Ayoub, dans son livre Pour un nouveau contrat social, évoque, avec des possibilités réelles. Il faut faire une révolution légale par le vote ou par la grève générale ou par d'autres mécanismes, hein. La grève générale, c'est ce que Serge Ayoub propose. Allez voir la vidéo dans son entretien avec moi, c'est très intéressant. Et pour remettre en place une troisième voie à la française qui a existé. Et le monde attend cela. D'accord? Et là, on pourra mettre fin à ce capitalisme de surveillance, recréer une société forte avec des choses qui vont rendre l'individu responsable. Et une des grandes idées de Gaulle, c'était la participation, d'accord? La volonté du général de Gaulle de mettre fin à la lutte des classes par la participation repose sur une vision de la société où les conflits entre employeurs et employés, dominants-dominés, hein, seraient atténués par une meilleure implication des travailleurs dans la gestion des entreprises. Cette idée, souvent appelée participation, visait à instaurer un dialogue social plus constructif et à responsabiliser le travailleur en leur donnant un rôle plus actif dans les décisions économiques. De Gaulle souhaitait ainsi promouvoir une forme de coopération entre le capital et le travail en intégrant les travailleurs dans un processus décisionnel et en leur offrant une part des bénéfices. Là, on parle de grandes sociétés, on ne parle pas de petites PME comme moi j'ai ou autres, hein, bien évidemment. Cette approche, parce que c'est déjà le cas dans les petites entreprises, hein, c'est plus familial qu'autre chose. Cette approche devait, selon lui, réduire les tensions sociales et favoriser une plus grande cohésion nationale en alignant les intérêts des différentes parties prenantes de l'entreprise. En somme, la participation était vue comme un moyen de dépasser les antagonistes traditionnels entre les classes sociales, la lutte des classes, en instaurant une forme de partenariat au sein de l'entreprise fondée sur la responsabilité partagée et la solidarité. Je pense que tout est dit ici. Ce modèle-là est pour moi le bon. Heu, c'est un modèle national. Et d'ailleurs, ce que fait Trump, beaucoup de libertariens applaudissent: «Ah, c'est super!» Mais en fait, Trump, avec les douanes, avec le système des douanes, est un nationaliste. Moi, je suis pour enlever l'impôt, hein, pas de problème, l'imposition, individuelle. Mais par les douanes, il faut pouvoir financer cela par les douanes. Si vous voulez, hem je ne veux pas un État socialisant, un État tentaculaire et tyrannique. Il faut la liberté individuelle d'entreprendre. Je suis un entrepreneur. Mais il faut du social et il faut un gouvernement fort qui doit établir un programme quinquennal au minimum. Pourquoi? Pour des grands développements. Le nucléaire n'aurait jamais pu exister sans l'État, sans le CERN, etc., etc. La recherche fondamentale coûte cher, il faut la financer par l'État. Il y a des choses qu'on ne peut financer que par l'État, parce qu'elles ne sont pas rentables. Délivrer de l'électricité à tous les Français, c'est pas rentable. Faire un réseau de chemin de fer
pour que tous les Français puissent voyager, ce n'est pas rentable. Quand les réseaux ferrés ont été privatisés en Angleterre, ça a été une catastrophe, je l'ai vécu, c'était dans les années 80-90. Donc il y a des choses que l'État doit financer. C'est exactement Orania, la ville d'Orania, où c'est un communisme vertueux. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans une cohésion, dans un espace de paix national, hein, bien évidemment, ce qui n'est pas trop le cas en France aujourd'hui, hein. Mais si on considère qu'on est dans un état d'espace de paix où tous les citoyens s'entraident et s'aiment, pas bisounours, mais c'est-à-dire vivent ensemble en paix, acceptent les règles communes, eh bien, on peut mettre de l'argent en commun pour être plus fort. Quand la ville d'Orania a acheté ses batteries, ses panneaux solaires pour être autonome d'un point de vue électrique, parce que c'est le bordel en Afrique du Sud avec des coupures toutes les 5 secondes, c'est du communisme vertueux, d'accord? Et ça n'empêche pas qu'il y ait ensuite du capitalisme individuel. Il y a des entrepreneurs, des restaurants, des entreprises, etc. Ouais, mais du coup, ils exploitent personne aussi. Ils font pas venir une main-d'œuvre moins chère, noire, pour l'exploiter. Parce que ça, c'est du capitalisme, ouais, c'est du libertarianisme. Sans morale, on a une tendance vers le système mafieux. C'est humain, on est faible. Moi, le premier, je le ferais, j'aurais tendance à le faire. Donc voilà, pour conclure, la troisième voie est la solution. Pour moi, l'unique solution, c'est une solution nationale, mais libérale tout en même temps pour l'individu. C'est une liberté totale d'entreprendre pour l'individu, national, un homme fort, un État fort. Pas du tout administratif. L'administration, il faut la virer, là, on est d'accord. Mais avec une planification pour les grands travaux quinquennaux. Si vous voulez, quand la France a développé le nucléaire, elle l'a pas fait comme ça. C'était pas une start-up nation. Ça n'existe pas. La start-up nation, elle va se faire racheter et la technologie partira. D'accord. Et à un moment donné, il faut se défendre. Il faut défendre nos intérêts. Pourquoi? Parce que nous sommes des cellules et que les cellules n'ont pour unique but la reproduction et donc la domination des autres cellules pour se développer elle-même. Les États-Unis ne sont pas nos amis. Trump n'est pas notre ami. Il veut défendre son pays. Et il a raison. On peut s'entendre, on peut faire des choses, on peut collaborer, mais c'est pas notre ami. Euh, il- la cellule américaine se développe au détriment de la cellule française ou européenne, hein, il faut en avoir conscience. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est des sujets passionnants, capitaux. Et pour moi, la solution, c'est la troisième voie. À bon entendeur, salut.